Cette planète, oui, celle-là, ne devrait pas exister, mais elle existe. Récemment découverte, elle tourne autour d'une étoile beaucoup plus petite et moins lumineuse que notre Soleil, et pourtant, elle est énorme. Une étoile aussi minuscule n'aurait pas pu la créer. C'est un peu comme de trouver un œuf d'autruche dans un poulailler. Une équipe de l'université de Penn State a mis au point un outil, le détecteur de planètes de zones habitables. Il s'agit d'un instrument censé trouver des planètes autour d'étoiles peu lumineuses et froides. Il est relié à un grand télescope au Texas. L'outil examine la lumière des étoiles dans ce qu'on nomme le proche infrarouge, c'est-à-dire au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Ce gadget peut repérer quand une étoile change de vitesse en raison d'une planète. Si le mouvement d'une étoile change légèrement, cela signifie qu'il doit y avoir une attraction gravitationnelle à proximité. Il y a quelques années, cette technique a permis de trouver la première exoplanète connue autour d'une étoile semblable à notre Soleil. Aujourd'hui, nous avons amélioré cette méthode pour effectuer des mesures plus précises. Notre principal objectif est de trouver des planètes semblables à la Terre. Elles doivent être rocheuses et situées dans des zones habitables, c'est-à-dire dans des régions où de l'eau liquide pourrait exister. La technique Doppler n'est pas encore très efficace pour trouver ce genre de monde, mais elle fonctionne assez bien pour les étoiles froides et peu lumineuses. C'est ainsi que nous avons découvert l'impossible LHS 354b. Les planètes se forment généralement dans des disques de gaz et de poussière. Imaginez un nuage plat, en rotation, composé de minuscules particules. Ces particules se rassemblent et se collent les unes aux autres. Au bout d'un certain temps, elles finissent par se combiner pour former un noyau solide. C'est ainsi que commence une planète. Une fois que le noyau est là, il attire davantage de poussière et même des gaz, par exemple de l'hydrogène et de l'hélium. Mais il n'est pas facile de créer une planète de cette manière. Il faut énormément de choses, de la masse et des matériaux. Ce processus porte le nom d'accrétion du noyau. Les étoiles sont d'une aide précieuse dans ce processus. Normalement, les grandes étoiles ont une gravité importante, ce qui leur permet d'accumuler tous les matériaux nécessaires à la formation des planètes. Mais l'étoile que nous avons découverte récemment n'est pas très grosse. Elle est 9 fois plus petite que notre Soleil. Une étoile aussi petite ne devrait pas avoir un disque suffisamment grand pour permettre la formation d'une planète lourde. Pour cela, son disque aurait dû être au moins 10 fois plus grand. Mais cette planète lourde, LHS 354b, existe bel et bien. Cette mystérieuse planète est 13 fois plus lourde que notre Terre. Sa taille est similaire à celle de Neptune. Elle se trouve à une 50aine d'années-lumière de nous, dans la constellation d'Hercule, ce qui, en termes spatiaux, est très proche. La planète est également très proche de son étoile. Elle accomplit une année en presque 4 jours. Cette découverte a conduit les scientifiques à revoir leurs idées sur la façon dont naissent les planètes et les étoiles. De nouvelles théories voient le jour, comme celle de l'instabilité gravitationnelle. Selon cette théorie, au lieu de s'assembler petit à petit, la matière du disque s'effondre d'un seul coup, créant immédiatement une planète. Mais même avec cette théorie, il est difficile d'expliquer comment une planète aussi lourde peut se former sans un disque vraiment massif. Il nous faudra du temps pour faire la lumière sur tout ça. Ce n'est pas la première planète qui nous fait douter de nos théories. Récemment, les scientifiques ont découvert une autre planète appelée Ala. Cette planète est en orbite autour d'une étoile appelée Baekdu. Et, tout comme la précédente, elle ne devrait pas vraiment exister. Elle est beaucoup trop proche de son étoile. Les étoiles changent beaucoup au cours de leur vie. Normalement, une étoile devient grosse lorsqu'elle se prépare à quitter ce monde. C'est ce qu'on appelle le stade de la géante rouge. Une telle étoile a tendance à détruire ou à repousser les planètes voisines, créant un énorme désordre. Puisqu'elle tourne autour d'une géante rouge, Ala aurait dû être avalée ou détruite il y a bien longtemps. Mais elle est toujours là. Baekdu a déjà commencé à brûler de l'hélium et est devenue plus petite que prévu. Mais Ala n'a pas l'air de s'en soucier. Les scientifiques appellent Ala la planète interdite. Sa découverte remet en question ce que nous pensions de la survie des planètes à proximité d'étoiles vieillissantes. Et nous disposons de 2 théories. Selon la première, Baekdu était autrefois composé de 2 étoiles, une naine blanche et une géante rouge. Ala était en orbite autour des deux, et elles ont fusionné avant que la géante rouge ne prenne toute son ampleur. Si Ala a pu survivre, c'est en raison de l'hélium supplémentaire de la naine blanche qui a empêché la géante rouge de croître excessivement. Selon la seconde théorie, Ala se serait formée à partir des débris créés lors de la fusion des 2 étoiles. Dans ce cas, Ala serait une planète très jeune en orbite autour d'une étoile âgée.
les astronomes continuent à étudier Ala et à chercher d'autres planètes de ce type. Une autre planète bizarre, du nom de LTT 9769b, nous effraie un peu car elle est trop brillante. Cette planète reflète 80% de la lumière de son étoile. Les miroirs ordinaires réfléchissent entre 85 et presque 100% de la lumière, ce qui signifie que cette mystérieuse planète doit avoir l'aspect d'un miroir rugueux, avec des reflets d'aluminium ou d'argent. Cette planète aussi fait la taille de Neptune. Elle est située à 260 années-lumière de nous et a été découverte par la sonde TESS de la NASA. Elle effectue une rotation complète autour de son étoile en seulement 19 heures. Elle est très proche de son étoile et donc extrêmement chaude, atteignant des températures avoisinant les 2000 degrés Celsius. Normalement, les planètes aussi proches de leur étoile perdent leur atmosphère et se transforment en roches nues. Mais celle-ci a joyeusement décidé de n'en faire qu'à sa tête. Cette fois, nous connaissons le secret de sa survie. Elle la doit à de brillants nuages métalliques composés de verre et de sel de titane. Ces nuages font pleuvoir du titane sur la surface chaude de la planète. Ils réfléchissent énormément de lumière, ce qui empêche la planète de devenir trop chaude et de perdre son atmosphère. Un peu comme un bouclier miroir. La taille de cette planète a également surpris les scientifiques. Elle est bien plus grande que la Terre. Généralement, les planètes qui sont si proches de leur étoile sont soit des géantes gazeuses très grosses, soit de petites planètes rocheuses. Eh bien, cette planète est une petite géante gazeuse. Les scientifiques ne s'attendaient pas à ce qu'elle survive si près de son étoile. Il s'agit de la planète la plus brillante jamais découverte, plus brillante encore que Vénus. Malgré son apparence, elle n'est probablement pas adaptée à la vie en raison de ses températures extrêmes et de ses étranges pluies métalliques. Enfin, notre dernier cas de figure est une planète appelée WASP-107b. Les scientifiques l'ont découverte à l'aide du télescope spatial James Webb. Elle est située à environ 200 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Elle est elle aussi très rapide. Elle boucle une orbite autour de son étoile en seulement 6 jours. Il s'agit d'une exoplanète de type Super-Neptune. Elle ressemble à Jupiter par certains aspects, notamment par sa taille et ses températures très élevées. Mais la principale différence est qu'elle est beaucoup plus légère, plus faible et moins dense. C'est la planète la moins dense que nous ayons découverte jusqu'à présent. Après quelques recherches supplémentaires, nous avons également découvert qu'elle possède une queue composée d'hélium, qu'elle dégage lors de son transit. Elle perd lentement son atmosphère en raison du rayonnement ultraviolet extrême de son étoile. Et ainsi, sa queue ressemble en tout point à celle d'une comète duvetteuse. Mais ce n'est là que le début. La faible densité de cette planète, son aspect pelucheux, a permis aux astronomes d'étudier son atmosphère en détail. Et ils ont découvert des éléments surprenants, comme de la vapeur d'eau et des nuages, constitués de fines particules de silicate, qui ressemblent à du sable très fin. Son étoile haute n'émet pas beaucoup de lumière à haute énergie. Mais comme WASP-107b est très peu dense, cette lumière peut pénétrer profondément dans son atmosphère. Il en résulte du dioxyde de soufre, cette odeur qui se dégage lorsque vous grattez une allumette. En d'autres termes, il s'agit d'une planète duveteuse sur laquelle il pleut du sable et qui sent l'allumette. Les chercheurs pensent que les nuages de sable dans son atmosphère se forment de la même manière que les nuages sur Terre. Ils contiennent simplement des particules de sable au lieu de gouttelettes d'eau. Ces gouttelettes de sable se condensent, tombent, se transforment en vapeur de silicate dans les couches chaudes de la planète, puis remontent pour former à nouveau des nuages. Mais cette planète n'a pas pu se former à l'endroit où elle se trouve. Selon les astronomes, elle s'est probablement rapprochée de son étoile peu à peu, attirée par une voisine plus lourde. Et elle suit une orbite rétrograde, c'est-à-dire qu'elle tourne dans le sens inverse de la rotation de son étoile. Toutes ces découvertes modifient la façon dont nous comprenons les planètes et leurs atmosphères. Et ainsi, nous pouvons mieux comprendre les mystères de notre propre système solaire. Mars présente plusieurs visages, et ce n'est pas qu'une expression. En 1976, lorsque la sonde Viking explorait la planète rouge, elle a saisi une image intrigante. Une grande structure ressemblant à un visage humain dans la région de Sidonia. Cette découverte a rapidement suscité l'engouement. Plus tard, une autre structure nommée le visage couronné a été identifiée dans les montagnes de Libia Montes. De façon générale, Mars regorge de formations étranges et mystérieuses. En 2022, une nouvelle découverte a fait sensation.
une formation rocheuse ressemblant à une porte. Le rover Curiosity de la NASA a photographié un monticule surnommé les Falaises de l'Est sur le mont Sharp, où l'on distingue des fissures naturelles dont l'une évoque la taille d'une petite porte, semblable à l'entrée d'une ancienne tombe égyptienne. Cette image a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, amplifiant l'intérêt du public de manière démesurée. Certains y voyèrent même un indice de la présence d'une vie extraterrestre. Cependant, après une analyse approfondie, la NASA a conclu qu'il ne s'agissait que d'une étroite fissure dans le relief rocheux. Ces formations sont courantes, tant sur Terre que sur Mars, et se forment naturellement sous l'effet de l'érosion éolienne ou des séismes martiens. Mars est une véritable mine d'or de formations énigmatiques. Récemment, d'étonnantes structures concentriques y ont été découvertes. D'immenses spirales de lave, ressemblant à de gigantesques ressorts. Pendant des années, le débat restait ouvert quant à l'origine des vallées martiennes, formées soit par la lave, soit par la glace. Ces spirales de lave apportent un éclairage nouveau sur ce mystère. Grâce aux images fournies par l'orbiteur Mars Reconnaissance, les chercheurs ont identifié 269 spirales de lave dont la formation ne peut pas être attribuée à des processus liés à la glace. Ce qui est particulièrement captivant, c'est que ces spirales de lave sont similaires à celles observées sur Terre, notamment dans les coulées de lave hawaïennes. Leur état de conservation est si remarquable qu'elles ont longtemps échappé à l'attention des chercheurs. Leur diamètre varie de 16 à 30 mètres, et elles se fondent discrètement dans le paysage poussiéreux. Ces spirales pourraient nous révéler beaucoup sur la composition de Mars, en particulier sa croûte et son manteau, des éléments sur lesquels nos connaissances restent limitées. Cependant, Mars n'est pas la seule planète à abriter des structures insolites. Saturne, la géante gazeuse, présente une caractéristique fascinante à son pôle nord. Un immense hexagone formé par des nuages disposés en ce motif géométrique. Cet hexagone mesure environ 15 000 km de long, ce qui le rend plus vaste que le diamètre de la Terre. On pense qu'il s'agit d'un courant jet composé de gaz se déplaçant à grande vitesse, soit près de 320 km/h. Cet hexagone a été repéré pour la première fois par la mission Voyager dans les années 80, et a ensuite été observé de près par la mission Cassini en 2006, qui a dénoté un changement de sa couleur, passant du bleu à une teinte dorée au fil du temps. Plusieurs théories tentent d'expliquer l'origine de cette formation. L'une d'elles suggère qu'elle résulte des vents qui se déplacent à des vitesses différentes près des pôles de Saturne. Des expériences en laboratoire ont recréé des formes similaires en faisant tourner des liquides à des vitesses variées. Une autre hypothèse propose qu'un courant d'air lent et tourbillonnant, associé aux conditions météorologiques uniques de Saturne, pourrait être à l'origine du phénomène. En 2020, des observations ont révélé que lorsque des tempêtes étaient entourées de vents soufflant en sens inverse, elles pouvaient engendrer une forme hexagonale stable. Pour l'instant, cette explication est considérée comme la plus plausible. Saturne possède également des lunes aux caractéristiques insolites, notamment Japet. Cette lune se distingue par une étrange crête qui entoure son équateur, semblable à une ceinture géante, ce qui lui donne l'apparence d'une noix gigantesque. Cette crête est impressionnante par ses dimensions, haute d'environ 13 à 19 000 mètres de hauteur et s'étendant sur 200 km de largeur, elle couvre plus des 3/4 de la surface de cette lune. Il s'agit de la 3e plus grande chaîne de montagnes du système solaire, et son origine demeure un mystère, car rien de similaire n'a été observé sur d'autres corps célestes. Une hypothèse suggère que cette crête pourrait être le vestige d'une lune morte. Il y a des milliards d'années, un impact colossal aurait projeté des éclats de Japet, formant une mini-lune ou sous-satellite. Sous l'effet de l'attraction gravitationnelle de Japet, cette mini-lune se serait fragmentée, créant un anneau de débris autour de la lune principale. Au fil du temps, ces débris seraient retombés sur Japet, formant ainsi la crête massive que l'on observe aujourd'hui. Ce processus aurait pu se dérouler sur à peine quelques siècles. La distance suffisante entre Japet et Saturne a permis à la gravité de la planète géante de ne pas perturber ce phénomène, mais des simulations supplémentaires sont nécessaires pour confirmer cette théorie. Titan, une autre lune de Saturne, présente également des phénomènes étranges dans ses mers de méthane. Les scientifiques ont détecté des zones brillantes surnommées les îles magiques, qui apparaissent et disparaissent mystérieusement et dont nous ignorons la nature. L'atmosphère de Titan recèle de nombreuses molécules organiques complexes qui se regroupent et tombent à sa surface sous forme de neige. Les îles magiques, observées, pourraient être constituées de ces amas absorbant du méthane, ce qui les ferait couler très lentement. Mais cela pose un problème.
Dans l'eau, les molécules ont tendance à s'agripper les unes aux autres, ce qui permet à certains objets de flotter. En revanche, le méthane a une affinité particulière pour d'autres molécules, entraînant une immersion rapide des solides. Pourtant, ces îles magiques ne semblent pas s'enfoncer. Une théorie propose que ces îles pourraient être des formations de glace poreuses, agissant comme des éponges. Lorsque des fragments de cette glace percée se détachent du bord des lacs, ils peuvent flotter temporairement à la surface des mers de Titan avant de sombrer. D'autres théories envisagent la possibilité de bulles de gaz d'azote ou encore de vagues générées par le vent. De nouvelles études sont nécessaires pour confirmer l'une ou l'autre de ces explications. Les lunes ont tendance à être étranges. Il suffit de regarder la nôtre. En 1971, une zone dépourvue de sol a été découverte sur notre satellite, donnant l'impression d'un lac bleuté. Ce lieu mystérieux a été baptisé Ina. Il a été repéré pour la première fois lors de la mission Apollo 15 en 1971. Puis des images plus nettes ont été prises par la mission Apollo 17. Cette formation, qui a la forme d'un dé bleuâtre, est l'une des particularités les plus insolites de notre Lune. La teinte bleue d'Ina provient de roches riches en titane, appelées basaltes, qui recouvrent son sol. On trouve également des zones bleuâtres près des bords des monticules situés à l'intérieur. Ce site est unique et semble posséder une histoire ancienne, probablement marquée par une activité volcanique. Les monticules à l'intérieur d'Ina datent d'environ 3,5 milliards d'années, soit un âge similaire à celui du bouclier volcanique environnant. Notre Lune possède également son propre visage, tout comme ceux que l'on trouve sur Mars. Près du pôle sud lunaire, une région donne l'apparence d'un visage, mais il ne s'agit en réalité que d'un agencement de cratères et d'ombres qui, vus de loin, évoquent cette forme familière. Ces cratères, présents depuis des milliards d'années, couvrent environ 16% de la surface lunaire. Certains d'entre eux pourraient même abriter de l'eau et de la glace. Vous vous demandez peut-être pourquoi tant de visages apparaissent dans notre système solaire. Cela s'explique par le fait que notre cerveau est programmé pour les reconnaître, même là où il n'y en a pas, un phénomène connu sous le nom de pareidolie. Notre esprit cherche constamment à interpréter les formes et, lorsqu'il perçoit quelque chose qui rappelle vaguement une forme humaine, il l'interprète comme une image familière. Ainsi, vous pourriez déceler une silhouette sur une chaise recouverte de vêtements. Et même sur Mercure, certains distinguent des formes rappelant Mickey Mouse. Rassurez-vous, il ne s'agit pas de vie extraterrestre, mais simplement de notre cerveau qui nous joue des tours, nous amenant à percevoir des formes familières là où elles n'existent pas vraiment. Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse.
En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan ? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit ? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue. Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie.
d'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. Très récemment, des astronomes ont découvert 3 planètes potentielles super-Terre en orbite autour d'une étoile naine orange relativement proche. Le terme super-Terre est utilisé pour décrire une planète au-delà du système solaire ayant une masse supérieure à celle de la Terre, mais inférieure à celle des géantes de glace du système solaire, Uranus et Neptune. Une équipe internationale de chercheurs, dirigée par le Dr Shweta Dalal de l'Université d'Exeter, a découvert que les exoplanètes orbitaient autour de l'étoile HD 48498, qui est située à environ 55 années-lumière de la Terre. Les planètes tournent autour de leur étoile en 7, 38 et 150, et un jour terrestre, respectivement. L'étude décrivant ces découvertes est parue dans la revue MNears le 24 juin 2024. La chose la plus cool ici est que la candidate exoplanète la plus extérieure orbite dans la zone habitable de son étoile hôte. Et les conditions là-bas pourraient être assez confortables pour que l'eau liquide existe à la surface sans bouillir ni geler. De telles régions habitables autour des étoiles sont également connues sous le nom de zone de Goldilocks et sont censées être idéales pour potentiellement abriter la vie. Une autre raison pour laquelle cette découverte est si importante, c'est que l'étoile haute orange est semblable à notre Soleil. Mais comme c'est une naine orange, elle produit moins de radiation que notre étoile naine jaune. C'est également le système planétaire le plus proche à héberger une super-Terre dans la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil, ce qui rend cette découverte très excitante. Cela peut nous aider à progresser dans notre quête pour localiser des planètes habitables autour d'étoiles, de type solaire. Qui sait? Peut-être que cette planète sera notre nouveau foyer un jour. Ces potentielles super-terres ont été détectées grâce au programme ARPS-N de recherche des planètes rocheuses. Au cours d'une décennie, l'équipe participant à cette recherche a recueilli près de 190 mesures de haute précision à l'aide d'un équipement spécial. En analysant le spectre de la lumière provenant d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer si elle se déplace vers nous. C'est ce qu'on appelle le décalage vers le bleu. Ou si elle s'éloigne de nous. C'est ce que nous appelons le décalage vers le rouge. Et pourtant, pour s'assurer que leurs conclusions étaient correctes, l'équipe a utilisé de nombreuses méthodes différentes et des analyses comparatives. Tout a confirmé leurs conclusions. Il y a en effet 3 candidats planétaires, avec des masses minimales allant de 5 à 11 fois la masse de notre planète. L'équipe croit également que la proximité de l'étoile, associée à l'orbite favorable de la planète la plus extérieure, pourrait faire de ce système une excellente cible pour de futures études. Espérons que des recherches supplémentaires ouvriront de nouvelles perspectives pour notre compréhension des systèmes planétaires et le potentiel de la vie en dehors de notre système solaire. Les scientifiques ont déjà découvert plus de 5000 exoplanètes, qui sont des planètes en dehors du système solaire. Depuis que la première de ces planètes a été confirmée en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil en 1995. Pour trouver ces planètes lointaines, les astronomes utilisent de différents équipements, comme le télescope spatial Kepler de la NASA, lancé en 2009, dont la mission était de trouver autant de planètes semblables à la Terre que possible dans la galaxie de la Voie lactée. Mais ce n'est pas le seul instrument utilisé pour rechercher des exoplanètes. Quoi qu'il en soit, examinons maintenant les mondes les plus excitants et prometteurs parmi ceux-ci. Gliese 667cc se trouve à seulement 22 années-lumière de la Terre. Mais même si cela semble proche, c'est quand même à environ 206 trillions de kilomètres de nous.
La planète elle-même est environ 3,8 fois plus massive que la Terre et complète une orbite autour de son étoile hôte en 28 jours. En d'autres termes, une année sur cette planète semblable à la Terre est 13 fois plus courte qu'une année sur notre planète. Heureusement, l'étoile est une naine rouge froide. Donc, l'exoplanète se trouve très probablement dans sa zone habitable. Mais il y a toujours une chance que ce monde soit régulièrement exposé aux éruptions en provenance de son étoile mère. Ce qui n'est pas cool à bien des égards. Kepler 22b est beaucoup plus éloigné que le monde précédent, à plus de 600 années-lumière de notre planète. C'était la toute première planète Kepler découverte dans la zone habitable de son étoile. Ce monde est plus grand que la Terre. Il fait environ 2,4 fois la taille de notre planète. Malheureusement, nous ne savons toujours pas si cette planète est rocheuse, liquide ou gazeuse. L'orbite de Kepler 22b est similaire à celle de la Terre. Il faut 290 jours à cette planète pour orbiter autour de son étoile de classe G, qui ressemble un peu à notre Soleil. Mais cette étoile est plus petite et plus froide que la nôtre. Une autre planète Kepler, cette fois, c'est Kepler 69c. Elle se trouve à une distance impressionnante de 2700 années-lumière de nous. Ce monde est aussi presque 70% plus grand que la Terre. Les chercheurs ne savent rien de sa composition, mais ils ont découvert que la planète a besoin de 242 jours pour compléter une orbite. Cela rend sa position dans son système similaire à celle de Vénus dans notre système solaire. En même temps, ce monde pourrait être plus hospitalier que Vénus, puisque son étoile hôte est un peu moins lumineuse, 80% de notre Soleil. Toit 733b est un monde récemment découvert. Il a été trouvé en 2023. Il se trouve là-bas, à 245 années-lumière de la Terre et nécessite seulement 4,9 jours terrestres pour compléter une orbite autour de son étoile. Mais la chose la plus impressionnante à propos de cette planète est qu'elle pourrait avoir un océan immense. Selon les scientifiques, la planète est probablement entièrement recouverte d'eau. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir de la vie sur cette super-Terre? Le temps le dira. JJ 1214b est située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une super-Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 8 fois plus lourde que notre chez nous. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus vite que vous ne pouvez regarder en rafale votre série préférée, effectuant une boucle complète toutes les 38 heures. Mais ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de la planète qui sont incroyables. Il y fait très chaud, avec une température hallucinante de 450 degrés Fahrenheit. Mais le plus cool, c'est que cette planète est pratiquement noyée dans l'eau. Les températures brûlantes et les pressions extrêmement élevées sur JJ 1214b créent des matériaux surprenants comme de la glace brûlante et de l'eau superfluide. La superfluidité est un phénomène qui se produit dans l'hélium liquide lorsqu'il est presque aussi froid que possible. Sur Terre, l'eau a complètement manqué l'occasion de devenir superfluide, car elle nécessite des températures extrêmement basses et des pressions hors normes pour réussir ce tour. Cependant, la superfluidité de l'eau n'a pas beaucoup d'utilité. Même si vous essayez, vous finirez simplement déshydraté. La super-Terre la plus proche de nous a été découverte en 2016, et elle s'appelle Proxima Centauri b. Elle est située à seulement 4 années-lumière de la Terre, et a une masse remarquablement similaire à celle de notre planète. Une année sur Proxima Centauri b est courte. Il ne faut que 11,2 jours à la planète pour faire un tour complet autour de son étoile centrale. Les scientifiques ont découvert ce monde après avoir remarqué que son étoile parente vacillait légèrement. Ils n'étaient pas sûrs de ce qui s'y passait exactement jusqu'à ce qu'ils réalisent que la gravité de Proxima Centauri b produisait probablement des tiraillements et des tractions qui causaient ces vacillements. Bien que l'exoplanète se déplace dans la zone habitable de son étoile, Proxima Centauri, elle est exposée à des radiations ultraviolettes extrêmes. Tout cela parce qu'elle est très proche de son étoile parente. De plus, aucun des télescopes actuellement en service et explorant les exoplanètes n'est suffisamment bien positionné pour capturer la lumière provenant de l'atmosphère de cette super-Terre. La plupart des éléments demeurent un mystère pour nous, même si nous parlons d'une planète qui est proche. Super-Terre, Toit 715b, orbite une naine rouge, une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil. À l'heure actuelle, de telles étoiles restent les candidates premières pour trouver des planètes habitables en orbite autour d'elles. Ces mondes rocheux miniatures ont des orbites beaucoup plus proches que ceux qui tournent autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais comme les naines rouges sont petites et froides,
Les planètes ne risquent rien en se rapprochant. Elles sont toujours en sécurité dans la zone habitable de l'étoile. Les experts disent que Nakatoa 715b pourrait avoir eu autrefois une atmosphère plus épaisse que celle de Neptune. Et maintenant, la planète pourrait être dans un état de transition où elle perd son atmosphère. Pour confirmer ce soupçon, les scientifiques doivent effectuer davantage de recherches. Et ils pourraient finalement découvrir si cette planète est une planète terrestre et aqueuse. Cette planète est d'une légèreté comparable à celle de ce petit morceau de peluche accroché à votre pull. Dans le jargon scientifique, elle est désignée sous le nom de WASP 193b. Mais appelons-la la planète Barbe à Papa. Elle se trouve à environ 1200 années-lumière de notre système solaire. Bien que nous ne puissions jamais l'observer directement, les chercheurs affirment que la planète Barbe à Papa est essentiellement la cousine plus grande et plus rebondie de Jupiter, avec une masse supérieure de 50%. Sa densité extrêmement faible, associée à d'autres facteurs comme une température élevée et la luminosité infrarouge de son étoile haute, lui confère un caractère particulier. On peut avoir un gros plan, s'il vous plaît? Merci. Observez à quel point elle semble duveteuse. Vous comprenez donc qu'il serait impossible de se tenir à sa surface. De toute façon, il est rare de croiser une planète telle que WASP 193b lors d'un événement astronomique. Ces planètes peuvent paraître duveteuses parce qu'elles sont chauffées par leur étoile mère, gonflant comme une guimauve ayant trop côtoyé le feu. Cependant, étant donné la proximité avec leur étoile et leur composition principalement faite d'un mélange hydrogène-hélium, elles ne conservent pas longtemps leur aspect duveteux. C'est comme essayer de tenir un ballon en plein ouragan. Les exoplanètes comme celle-ci, toutes moelleuses, sont plutôt rares, mais il existe aussi WASP 107b, qui semble tout aussi spongieuse. Celle-ci se situe à 200 années-lumière de nous, et elle réside dans la constellation de la Vierge. D'un certain point de vue, on pourrait dire que cette planète imite la Terre. Elle contient de l'hélium, et son atmosphère renferme du dioxyde de soufre. Bien qu'il y ait une certaine ressemblance, WASP 107b possède une densité plus comparable à celle d'une guimauve. Cela signifie que nous pouvons examiner son atmosphère plus aisément que nous ne le pourrions avec une planète plus massive, comme Jupiter. Les scientifiques ont été stupéfaits lorsqu'ils l'ont observé à travers le télescope spatial James Webb et sa caméra MIRI. Ils ont découvert des nuages constitués de silicates, ou autrement dit, de sable. Imaginez plutôt des châteaux de sable dans le ciel. Ces nuages de sable se trouvent dans la partie supérieure de l'atmosphère de WASP 107b, où la température est d'environ 500 degrés. Normalement, il faudrait 1000 degrés Celsius pour créer ce type de nuage, ce qui laisse les scientifiques perplexes. Comment ces particules de sable ont-elles pu atteindre une telle altitude? Il semblerait que WASP 107b possède son propre cycle de l'eau, mais avec des silicates brûlants au lieu d'H2O. Les particules de silicates sont transportées vers les niveaux supérieurs par un mécanisme cosmique, se refroidissent, se regroupent en nuages, puis retombent sous forme de bruines de silicates. Toutefois, personne ne se prépare à affronter ce genre de tempête de sable avec de la crème solaire. Voici maintenant la famille des planètes Kepler, située dans le système stellaire Kepler 51. Ce trio cosmique se trouve à environ 2400 années-lumière de nous. Bien qu'elles paraissent gigantesques, leur densité est comparable à celle de votre collation préférée. Encore une fois, il s'agit de Barbe à Papa. Les scientifiques ont analysé la composition de ces planètes aériennes. Ils pensent maintenant qu'il s'agit de vastes ballons de gaz constitués principalement d'hydrogène et d'hélium, avec une épaisse couche de brume de méthane. Il semble également que ces planètes pourraient être en train de subir une réduction de taille cosmique. Abordons maintenant une planète appelée Mascara 5b. Non, ce n'est pas un tube de maquillage trouvé dans le tiroir de votre mère. Les scientifiques affirment qu'il s'agit de l'une des planètes les plus chaudes jamais découvertes. Ils la qualifient de Jupiter surchauffé, exhibant une taille impressionnante, presque 2 fois supérieure à celle de Jupiter. La température du jour atteint environ 2700 degrés Celsius, tandis que celle de la nuit descend à 2300 degrés Celsius. Aucune forme de vie ne pourrait survivre dans de telles conditions. À vrai dire, c'est la deuxième température nocturne la plus élevée jamais enregistrée. Pour mettre cela en perspective, la température de la lave en fusion varie entre 700 et 1250 degrés Celsius. Ainsi, cette planète est bien plus chaude que de la roche en fusion.
Sa température dépasse même le point de fusion de la plupart des métaux, qui est d'environ 2000 degrés Celsius. Les scientifiques affirment que la chaleur extrême de cette planète est comparable au gaz d'échappement d'un moteur de fusée. En 2005, une étoile célèbre nommée... Attendez. Est-ce un nom ou un numéro de téléphone? Peu importe. L'étoile HD 189733 a une sœur brûlante au nom très similaire puisqu'elle est désignée HD 189733b. Cette planète ressemble à un décor de film de science-fiction avec son apparence envoûtante de marbre bleu selon la NASA. Cette apparence serait due à une atmosphère saturée de nuages brumeux imprégnés de verre. La pluie y est constituée de précipitations de verre qui s'abattent en biais à cause des vents violents, soufflant à une vitesse de 8700 km/h. Et effectivement, elle mérite ce sobriquet de sœur brûlante. Les scientifiques ont mesuré les températures diurnes de ce monde cauchemardesque. Elles sont d'environ 930 degrés Celsius. Donc, lorsque la pluie tombe sur cette planète, il s'agit plutôt de verre en fusion que des averses d'eau habituelles. Saviez-vous que l'espace était envahi de guêpes? On parle bien sûr des planètes appelées WASP. Prenez WASP 76b par exemple. Cette planète ardente, semblable à Jupiter, est si extraordinaire qu'il y pleut du fer la nuit. Et le côté diurne n'est pas en reste, avec une température d'environ 2400 degrés Celsius. WASP 76b est peut-être légèrement plus petite que Jupiter, mais ne vous fiez pas à sa taille. Située à 640 années-lumière de la Terre, cette boule de feu possède un climat terrifiant dû à son orbite extrêmement resserrée. Voyez-vous, ces géantes gazeuses, surnommées Jupiter chaudes, apprécient de la chaleur et se trouvent très près de leurs étoiles hôtes. Dans le cas de WASP 76b, elle est presque 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est de notre Soleil. Cela laisse cette planète rebelle verrouillée par effet de marée, avec un côté baigné d'une lumière éternelle tandis que l'autre est plongé dans une obscurité perpétuelle. 55 Cancri E est un véritable joyau. C'est l'une des super-terres les plus fascinantes jamais observées. Les scientifiques pensèrent d'abord qu'elle était si riche en carbone que son cœur devait être orné de diamants, grâce à une pression extrême et une température brûlante de 2700 degrés Celsius. Mais les chercheurs ont tempéré cet engouement pour les diamants, révélant qu'il s'y trouvait en réalité moins de carbone que prévu. Après tout, les diamants ne sont pas aussi rares et chers qu'on le suppose, ils sont simplement commercialisés ainsi. Notre dernière destination aujourd'hui est JJ 1214b, située à 40 années-lumière de la Terre. Cette planète est une version surdimensionnée de la Terre, presque 3 fois plus grande en diamètre et 7 fois plus massive. Elle orbite autour de son étoile naine rouge plus rapidement que vous ne pouvez finir une pizza, accomplissant une révolution complète en seulement 38 heures. Ce n'est pas seulement la taille ou l'orbite de cette planète qui la rend extraordinaire. Avec des températures avoisinant les 230 degrés, c'est aussi un endroit brûlant. Mais ce qui est vraiment incroyable, c'est que cette planète est pratiquement submergée par l'eau. Les températures extrêmes et les pressions énormes sur JJ 1214b créent des matériaux fascinants, comme la glace chaude et l'eau superfluide. La superfluidité se produit dans l'hélium liquide à des températures extrêmement basses. Sur Terre, l'eau ne peut pas devenir superfluide, car cela nécessite une température ridiculement basse et une pression hors norme. Et même si vous pouviez en produire, de toute façon, cela ne vous servirait pas à grand-chose. Vous finiriez simplement déshydraté. Il se pourrait que Jurassic World ne soit pas qu'un simple fantasme. Des dinosaures pourraient vraiment marcher, nager ou voler quelque part au loin, mais pas sur Terre. Certains scientifiques pensent qu'il pourrait exister des planètes très éloignées du système solaire, où vivraient des versions légèrement différentes du T-Rex et d'autres dinosaures. Cette idée leur est venue en se basant sur le fait que notre planète avait alors une concentration d'oxygène plus élevée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est ainsi que des formes de vie complexes et intelligentes comme les dinosaures ont pu se développer en premier lieu. Ils souhaitent également explorer les éléments de base qui sont la raison pour laquelle la vie existe sur notre planète.
Ces éléments de base sont ceux que nous appelons des acides aminés. Ils fabriquent des protéines, des sucres et du matériel génétique, l'ARN et l'ADN. Ils sont constants et existent principalement dans une seule forme ou orientation. Il existe deux façons dont ils peuvent être orientés, à droite ou à gauche. Cela signifie qu'ils se reflètent mutuellement, tout comme nos mains. C'est un phénomène que nous appelons la chiralité. Pour que la vie existe, les protéines doivent avoir une forme, ce qui signifie qu'elles peuvent être orientées à droite ou à gauche. Sur notre planète, presque tous les êtres vivants, des plus petits insectes jusqu'aux petits baleines et aux éléphants, présentent des acides aminés avec une orientation homochirale vers la gauche. Nous ne savons pas exactement pourquoi les choses sont ainsi, mais il existe une théorie selon laquelle cela serait dû aux météorites qui se sont écrasés sur Terre il y a 4 milliards d'années. Elles auraient apporté des types spécifiques d'acides aminés et d'autres matériaux organiques à notre planète, et auraient d'une certaine manière établi le schéma que nous connaissons aujourd'hui. Peut-être pourrions-nous utiliser les télescopes de pointe que nous avons créés pour rechercher de telles planètes, en particulier celles où les conditions sont similaires à celles qui prévalèrent sur Terre à l'époque où existèrent les dinosaures. Dans ce cas, il serait sans doute préférable de les observer depuis une distance sûre, car, compte tenu de ce à quoi elles risquent de ressembler, ce pourrait être le choix le plus judicieux. C'est une idée séduisante, mais ce n'est pas une mince affaire. L'histoire de la vie sur notre planète, en particulier celle des dinosaures, a impliqué de nombreux événements catastrophiques ainsi que plusieurs extinctions de masse. Il y a toujours de la place pour de nouvelles théories sur les dinosaures. L'une d'entre elles avance que le pétrole proviendrait de ces derniers. Intéressant, mais pas tout à fait exact. Le pétrole s'est formé à partir de restes d'animaux et de plantes marines anciens de plusieurs millions d'années, bien avant l'apparition des dinosaures. De minuscules organismes se sont retrouvés au fond des océans. Lorsque les bactéries ont décomposé ces restes d'animaux et de plantes, elles en ont extrait la plupart de l'oxygène et quelques autres éléments. Il ne restait alors qu'une bouillie, composée principalement d'hydrogène et de carbone. Au fil du temps, ces restes ont été recouverts de nombreuses couches de sable et de limon. Lorsque la profondeur de cette couche de sédiments a atteint plus de 3000 mètres, la chaleur et la pression ont transformé ces restes en gaz naturel et en pétrole brut. Il est possible que des dinosaures aient vécu dans les mers, ou soient tombés à l'eau pour se transformer en hydrocarbures de la même manière. Mais personne n'a jamais trouvé de pétrole brut contenant des morceaux de leur squelette. C'est donc juste une théorie infondée. Ensuite vient la théorie du dinosaure à plumes qui, contrairement à la précédente, semble être plus en phase avec la réalité. En 2010, des chercheurs ont découvert des preuves qu'il y a 100 millions d'années existait une espèce de dinosaure aux plumes rousses. Un autre groupe de scientifiques a affirmé qu'il en aurait existé une espèce différente il y a 150 millions d'années. Ces dinosaures présentèrent des taches de rousseur et des plumes rouges briques sur le dessus de leur tête. Ces motifs colorés avaient probablement une fonction. Peut-être servaient-ils à communiquer avec d'autres représentants de la même espèce ou à attirer des partenaires. Mais des années plus tard, des chercheurs ont étudié le Microraptor, également surnommé dinosaure à plumes. Ils ont réalisé qu'il avait probablement plus en commun avec un oiseau qu'avec un dinosaure. Le critère déterminant est la manière dont les oiseaux renouvellent leurs plumes. Les oiseaux qui volent doivent remplacer leurs plumes dans un ordre spécifique, sans quoi ils ne seront pas bien capables de voler. Et les fossiles du Microraptor ont montré que cette créature avait renouvelé ses plumes selon un schéma similaire. Ils ne sont donc pas vraiment certains de la catégorie à laquelle appartient cet animal. Les dinosaures qui avaient des plumes perdaient fréquemment leur peau par petits bouts, un peu comme des pellicules. « Hé Bob, t'as des pellicules partout, besoin d'un nouveau shampoing ?» Certes, ils ne se débarrassèrent pas leur peau comme le font les lézards, un peu comme on enlève un vieux costume. Quand on parle de dinosaures, on ne les imagine généralement pas comme des êtres sociaux, mais plutôt comme des créatures solitaires, semblables aux reptiles actuels. Toutefois, des chercheurs ont découvert un ensemble de couvées vieux de 80 millions d'années dans le désert de Gobi. Cela signifie qu'il existait des colonies de dinosaures qui protégeaient leurs nids et défendaient leurs petits, d'une manière assez similaire à celle des oiseaux. Les crocodiles sont également connus pour faire cela. Les ptérosaures étaient des dinosaures volants et les pélicosaures étaient des dinosaures à voile dorsale. Des études ont montré que ces deux espèces utilisaient les crêtes disproportionnées sur leur tête, ainsi que leur voile, pour attirer des partenaires potentiels. Il existe cependant de nombreuses théories sur ces crêtes et la raison pour laquelle elles étaient nécessaires. Certains experts suggèrent qu'elles servaient aux dinosaures à réguler leur température. D'autres pensent qu'ils avaient rare besoin d'une telle crête pour se diriger dans les airs. Il est difficile d'avancer quoi que ce soit avec certitude, puisque leurs fossiles sont rares
et qu'ils n'ont pas de descendants vivants. Mais le plus probable est que cette crête remplissait la même fonction que la roue d'un pont et était utilisée dans le cadre d'une parade nuptiale. Plus la crête était grande, plus un ptérosaure avait de chances de trouver chaussure à son pied. Vous connaissez les théropodes, ces prédateurs carnivores effrayants qui figurent en tête d'affiche dans la plupart des films de dinosaures? Eh bien, ils pourraient avoir été bien plus friands de plantes que de chair fraîche. Pas tous, mais il est possible que nombre d'entre eux n'aient pas été aussi féroces que nous pourrions le penser. Ce colosse effrayant, comme le tyrannosaure, pourrait bien être des exceptions plutôt que la règle. Le truc, c'est que les films nous présentent ces créatures comme étant bien plus rapides qu'elles ne l'étaient sûrement en réalité. Elles pouvaient probablement courir juste un peu plus vite qu'un coureur humain lambda. Les scientifiques étudiaient en ce moment le régime alimentaire des chelurosaures. Ils semblent avoir été les parents les plus proches des oiseaux, mais il a été difficile de le déterminer, car certains dinosaures de ce groupe avaient des dents de forme conique, ou, dans certains cas, n'avaient pas de dents du tout. Pour comprendre de quoi ils se nourrissaient, les chercheurs ont dû se mettre en quête de preuves tangibles et vérifier ce qui se trouvait dans leurs estomacs. Et après avoir découvert certaines choses, y compris un bec dépourvu de dents, ils ont réalisé que ces derniers suivaient la plupart du temps un régime végétarien. Même les plus célèbres, comme les vélociraptors, pourraient avoir simplement été de paisibles herbivores et non les terrifiantes bestioles de Jurassic Park qui hantaient nos cauchemars d'enfance. En 2011, des paléontologues ont retrouvé les fossiles d'un petit dinosaure, le Linenicus monodactylus. C'était une créature à peu près aussi grande qu'un perroquet, avec de longues jambes. Il provenait d'une famille comprenant certains des prédateurs les plus célèbres, comme le tyrannosaure et le vélociraptor. La plupart des dinosaures qui vivaient autrefois sur Terre avaient 5 doigts, mais par la suite, certains d'entre eux ont fini par en avoir moins. Cette nouvelle découverte était remarquable, car au lieu d'avoir 3 doigts, ce qui était le plus courant dans sa famille, le Linenicus n'en avait qu'un seul, avec un ongle acéré et recourbé à la fin de chaque membre antérieur. Cette créature utilisait probablement son doigt unique pour creuser dans les nids des insectes afin de s'en régaler. Même si nous savons tous qu'un astéroïde a anéanti les dinosaures, il existe d'autres théories. Un paléontologue du nom de George Wieland a même conçu l'idée que les dinosaures auraient peut-être provoqué leur propre extinction à force de se manger les uns les autres. Cela se serait notamment appliqué aux ancêtres de prédateurs féroces et effrayants, tels que le tyrannosaure. Il est possible qu'ils aient dévoré tellement d'œufs de leurs congénères que de nombreuses espèces auront tout simplement disparu. Une fois qu'ils ont commencé à se nourrir des œufs de ces très grands dinosaures, que nous connaissons sous le nom de sauropodes, il est également possible qu'ils aient commencé à grandir. Et aucune mère dinosaure ne pouvait les empêcher de manger ces œufs, car elles ne pouvaient pas être présentes tout le temps. Il existait d'autres prédateurs qui se nourrissaient de ces œufs, y compris les premiers mammifères. Mais dans tous les CA, des recherches ultérieures ont démontré que les dinosaures n'auraient pas pu manger assez d'œufs pour provoquer cette extinction de masse. Et c'est tout ce que nous avons à dire sur ce sujet pour aujourd'hui. Imaginez une planète comme la Terre, mais beaucoup plus lourde. Nous savons que la gravité devient plus forte à mesure que la masse augmente. C'est pourquoi des géants comme Jupiter dans notre système solaire ont une gravité super puissante. La gravité de Jupiter est d'environ 25 mètres par seconde carrée, ce qui est 2,4 fois plus élevé que celle de la Terre. Elle est si puissante que Jupiter attire des centaines d'astéroïdes vers lui, qui, sans la présence de Jupiter, seraient tombés directement sur Terre. Cependant, Jupiter est une géante gazeuse, ce qui signifie qu'elle n'a pas de surface solide comme la Terre. C'est littéralement une boule de gaz dans des vents avec un noyau dense quelque part profondément à l'intérieur. Si vous essayez de vous tenir sur Jupiter, vous couleriez jusqu'à ce que vous l'atteigniez. Mais que se passerait-il si nous nous tenions debout sur une planète semblable à la Terre avec une gravité très forte? Tout d'abord, ce serait beaucoup plus grand que notre Terre, et aussi massif. C'est un gros problème car cela affecterait sa taille et la manière dont il perd de la chaleur. Pensez-y comme ceci. À mesure que les choses deviennent plus grandes, elles perdent de la chaleur plus lentement, comme un grand pot de soupe qui mijote sur la cuisinière. Maintenant, j'ai faim. Cela signifie que la surface là-bas sera assez chaude. Vous pouvez imaginer une planète désertique ou de savane. Le paysage serait différent en général. Vous auriez des montagnes plus courtes et des océans peu profonds, et la planète serait plate dans l'ensemble. La gravité élevée rendrait l'intérieur en fusion, provoquant beaucoup d'activité géologique et rendant la surface encore plus plate. L'air sur cette planète massive serait extrêmement dense car une force plus forte l'attirerait vers le bas. Respirer ressemblerait à inhaler de la soupe, aussi étrange que cela puisse paraître.
De plus, les vents et les vagues seraient moins sauvages et puissants. Et pour ce qui est de voler, eh bien, ce serait difficile sur les planètes à forte gravité. Si nous atterrissons notre vaisseau spatial dessus, cela sera un vrai casse-tête pour repartir plus tard. D'un côté positif, en raison de l'épaisseur de l'air, le ciel aurait des couleurs magnifiques. Les couchers et levées de soleil seraient à couper le souffle. Et quand il s'agit de volcans, ils resteraient silencieux jusqu'à ce que la pression atteigne des niveaux épiques. Cela signifie que les éruptions volcaniques seraient rares mais folles lorsqu'elles se produisent. Après l'atterrissage, bien sûr, vous ressentiriez une incroyable lourdeur. Vous auriez l'impression d'être écrasé vers le bas. Chaque pas serait un exercice physique, et même soulever des objets serait un défi. Et oubliez de sauter haut ou de faire des acrobaties sophistiquées. Sur cette planète, vos sauts seraient à peine perceptibles. Même respirer serait difficile pour nous. Donc, si nous voulions y vivre, nous devrions adapter tous nos sports et jeux de manière significative. Et gravir une de ces petites montagnes ressemblerait à monter un escalier sans fin. Les bâtiments devraient en être courts et robustes également, comme de petites tours trapues. Les structures hautes pourraient facilement s'effondrer sous le poids de la gravité. Et sur une planète comme celle-ci, même une petite chute pourrait être désastreuse. Donc, les habitants seraient principalement des créatures robustes à 4 pattes, assurant leur stabilité et leur proximité avec le sol. Ainsi, les créatures vivant ici devraient être robustes. Le meilleur exemple est l'Elcor de Mass Effect. C'est une espèce originaire du monde à haute gravité d'Ekuna. En ce qui concerne la marche, ces créatures devraient choisir entre la stabilité et l'économie d'énergie. Moins de pattes serait idéal pour économiser de l'énergie. Dans ce cas, elles se déplaceraient comme un pendule oscillant, mais elles ne seraient pas très stables. Plus de pattes ont l'effet opposé. Ces gens auraient également besoin de poumons robustes pour respirer, de cœurs puissants pour pomper le sang contre la gravité et d'os super denses. Leurs veines pourraient même avoir des muscles, comme nos artères. Et avec autant d'oxygène autour en raison de l'atmosphère épaisse, ces créatures pourraient devenir vraiment grandes. En d'autres termes, si nous vivions sur une telle planète, nous ressemblerions tous à des culturistes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec tout l'effort supplémentaire, vous pourriez profiter de plus de nourriture savoureuse. Vous auriez besoin des calories supplémentaires pour suivre le nouveau style de vie. Voilà à quoi ressemblerait la vie sur une planète à forte gravité. Maintenant, qu'en est-il de l'opposé, une planète avec une gravité très faible? Au lieu de vous sentir ancré et lourd, vous vous sentiriez remarquablement léger et flottant. Pour avoir une idée de ce que pourrait être une faible gravité, pensez à la sensation de sauter sur un trampoline. Lorsque vous sautez dans les airs, vous éprouvez un bref moment d'apesanteur avant que la gravité ne vous ramène au sol. Maintenant, imaginez que cette sensation d'apesanteur ne disparaisse jamais vraiment. Vous vous sentiriez incroyablement agile. Chaque pas serait un peu comme marcher sur la Lune, où vous pouvez faire des bonds énormes avec peu d'efforts. Une des plus grandes différences sur une telle planète serait le climat et les températures. Contrairement à la précédente, ce monde plus léger pourrait ne pas être aussi efficace pour retenir la chaleur. Cela pourrait se traduire par des températures plus douces et plus stables par rapport à la Terre. Imaginez un monde où chaque journée ressemble à une agréable journée de printemps. Les saisons pourraient toujours exister, mais les extrêmes des étés brûlants et des hivers glacials seraient beaucoup moins prononcés. Ainsi, les activités de plein air seraient un plaisir tout au long de l'année. Le paysage sur une planète à faible gravité serait un spectacle à couper le souffle. Les montagnes s'élèveraient à des hauteurs vertigineuses, leurs sommets semblant frôler le ciel. Ces majestueuses formations géologiques pourraient dépasser les couches de nuages. Les vallées et les canyons seraient profonds et étendus. Respirer là-bas serait un jeu d'enfant, littéralement. Avec une atmosphère plus fine, vous trouveriez beaucoup plus facile d'inhaler. Les vents seraient beaucoup plus doux que sur notre planète. Les tempêtes se produiraient toujours, mais elles ne ressembleraient en rien à celles que nous avons sur Terre. La vie sur une planète à faible gravité serait également différente. Les plantes pourraient en pousser grands et élancés, atteignant le ciel. Les arbres pourraient s'étirer jusqu'à des hauteurs incroyables. Les animaux seraient grands et gracieux, avec de longs membres et des corps élancés. Ils se déplaceraient avec élégance. Les ailes pourraient être une caractéristique courante parmi eux. Ils pourraient également avoir développé des adaptations spécialisées, comme des sacs remplis de gaz. Si nous étions nés sur une planète comme celle-ci, nous serions également grands, minces, avec des os assez fragiles et des muscles très fins.
comme ce garçon étiré dans Charlie et la chocolaterie. Comme vous pouvez le deviner, cette planète pourrait être un paradis pour les amateurs de sport. Les jeux traditionnels comme le basketball, le football et le volleyball pourraient devenir incroyablement populaires ici et bien plus amusants. Les gens seraient capables de sauter très haut, de faire des sauts périlleux dans les airs et toutes sortes de mouvements cool. Et des activités comme la randonnée, l'escalade et même le yoga prendraient de nouvelles dimensions. Faire des acrobaties serait aussi naturel que de marcher. Et toutes les tâches quotidiennes difficiles qui nécessitent de soulever et de porter seraient sans effort. Les architectes et les ingénieurs s'en donneraient à cœur joie en concevant des bâtiments dans ce monde. Ils seraient capables de construire des structures très hautes et élégantes atteignant la ligne d'horizon. Nos villes seraient remplies de gratte-ciels immenses et de grandes fenêtres. Voler et décoller de la surface serait beaucoup plus facile. Sur Terre, lancer un vaisseau spatial en orbite nécessite une quantité d'énergie énorme. Mais sur une planète à faible gravité, s'échapper de l'atmosphère serait beaucoup moins exigeant. Ce qui signifie que les humains pourraient voyager davantage et explorer l'espace deviendrait beaucoup plus facile et moins coûteux. Bien sûr, tout cela signifie que le transport bénéficierait également de la faible gravité. Le voyage en avion serait incroyablement efficace, avec des avions planant sans effort dans l'atmosphère mince. Les ascenseurs dans les immeubles de grande hauteur fonctionneraient avec une consommation d'énergie minimale. Et en général, étant donné que la planète est probablement plus petite que la Terre, les déplacements y seraient beaucoup plus rapides. Il pourrait cependant y avoir des défis, comme des corps fragiles et des problèmes de santé. De plus, nous serions probablement fatigués plus rapidement en raison de toute l'atrophie musculaire et d'autres facteurs. Et peut-être que l'écosystème ne serait pas aussi diversifié que celui de la Terre. Mais quand même, il semble que vivre sur une planète à faible gravité soit bien mieux que sur une planète à forte gravité. De plus, il semble que cela pourrait même être mieux que la Terre. Alors peut-être qu'un jour, nous trouverons une planète qui sera comme un paradis pour les humains. En attendant, prenons soin de notre magnifique Terre. T'es-tu déjà demandé pourquoi toutes les planètes étaient parfaitement rondes? Et si ces corps célestes décidaient d'enfreindre toutes les règles et de changer de forme? Aurions-nous des planètes carrées, des lunes triangulaires, voire des formes intergalactiques complètement improbables? Eh bien, découvrons-le. Comment les planètes se forment-elles? L'univers est rempli de nuages tourbillonnants de poussière et de gaz. Ces nuages, appelés nuages moléculaires, sont constitués de divers éléments, tels que l'hydrogène, l'hélium, le carbone, l'oxygène, etc. Ils sont comme une cuisine cosmique, remplie des ingrédients nécessaires à la préparation de nouvelles planètes. La première étape de la recette de formation des planètes s'appelle la théorie de l'accrétion. Supposons qu'il se passe quelque chose qui provoque une instabilité gravitationnelle. Par exemple, qu'une supernova explose à proximité. Cela pousse le gaz et la poussière dans le nuage et les fait se rassembler. En raison de la gravité, ces particules commencent à tomber vers un point central. Elles se serrent de plus en plus les unes contre les autres, un peu comme lorsque tu serres une balle dans ton main. Finalement, elles se trouvent pressées si fort que le nuage commence à s'aplatir pour prendre la forme d'un disque. Un peu comme lorsqu'on mélange de la farine et de l'eau pour faire de la pâte à pizza. Ce disque est appelé disque protoplanétaire. Il tourne également parce que les particules du nuage étaient déjà en rotation. Imagine maintenant que ces minuscules particules de poussière et molécules de gaz dansent à l'intérieur du disque. Parfois, elles se heurtent les unes aux autres et, dans ce cas, elles s'agglutinent comme du velcro. Ces petits amas de poussière et de gaz sont appelés planétésimaux. Ce sont les éléments constitutifs des planètes. Au fur et à mesure des collisions et des fusions, les planétésimaux deviennent de plus en plus gros et forment des protoplanètes. Ces protoplanètes prennent de l'ampleur et leur gravité devient plus forte. Certaines d'entre elles grossissent tellement qu'elles finissent par devenir les grandes maîtresses de leur voisinage cosmique. Les planètes que nous connaissons et que nous aimons. Chaque planète a sa propre recette de gaz, de roches et parfois même d'eau. Mais pourquoi les planètes s'apparentent-elles à des sphères? Eh bien, c'est à cause de la gravité. Revenons à nos protoplanètes. Imagine que tu comprimes un ballon avec tes mains. L'air à l'intérieur du ballon est repoussé, ce qui crée une pression. Il se passe la même chose avec les planètes. La gravité comprime la matière vers l'intérieur, la tirant vers le centre. Et comme la gravité agit également dans toutes les directions, elle attire la matière de tous les côtés vers le centre de masse, ce qui donne une forme sphérique. Et cette matière repousse à son tour au moyen de la pression, résistant ainsi à la force de gravité.
En fin de compte, ils trouvent tous deux un point d'harmonie qui leur permet de s'équilibrer mutuellement. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique, un terme sophistiqué qui signifie que tout est en équilibre à l'intérieur d'une planète. Mais ce n'est pas tout. Un autre élément qui rend les planètes sphériques est leur rotation. Imagine maintenant une boule de pâte à modeler ou de glaise, et que tu la fasses tourner rapidement. La matière commence à pousser vers l'extérieur, ce qui fait que la pâte à modeler se bombe au niveau de l'équateur et s'aplatit au niveau des pôles. Il en va de même pour les planètes. Lorsqu'elles tournent sur leur axe, la combinaison de la gravité et de la rotation pousse la matière vers l'extérieur, ce qui fait bomber la planète au niveau de l'équateur. Les planètes cherchent tranquillement à redevenir des disques. Cependant, la gravité ne veut pas de ces planètes dégonflées. Elle veut qu'elles soient bien rondes. Elle continue donc à tirer sur la matière en essayant de la rendre aussi compacte que possible. Finalement, la gravité l'emporte et la planète prend une forme sphérique. Prenons quelques exemples dans notre assortiment planétaire. Jupiter, la géante du système solaire, adore montrer son aplatissement. Elle tourne si vite qu'elle devient visiblement comprimée au pôle et potelée au milieu. Un peu comme une toupie avec un joli ventre bombé. Saturne maintenant, la merveille aux anneaux, se joint également à cette fête de l'aplatissement. Elle tourne sur elle-même avec ses magnifiques anneaux, et sa distorsion est encore plus prononcée que celle de Jupiter. Ce exemple montre comment la rotation peut donner aux planètes une forme unique. Elle passe d'une forme parfaitement ronde à un certain renflement autour de la ceinture. C'est comme une poterie cosmique, où le mouvement de rotation crée cette forme si distincte. Tu sais maintenant pourquoi les planètes sont rondes. Mais le plus intéressant, c'est de savoir ce qui se passerait si elles ne l'étaient pas. Et si elles étaient, disons, cubiques, ou même triangulaires. Voyons voir ça. Une planète en forme de cube ou de triangle verrait sa masse répartie d'une manière totalement différente de celle d'une sphère. Et tu sais ce que cela signifie? La gravité en serait également bouleversée. Sur une planète sphérique, la gravité attire tout vers le centre parce que la masse est uniformément répartie autour de celui-ci. Mais lorsque nous introduisons une planète en forme de cube ou de triangle, les choses deviennent intéressantes. Si tu te tenais au centre de l'une de ces faces, tu ressentirais la gravité la plus forte qui soit sur cette planète. C'est parce que les faces seraient les plus proches du centre de gravité. Et lorsque tu t'éloignerais du centre pour t'approcher des bords, la gravité commencerait à te jouer des tours. Tu ressentirais une lutte contre cette attraction à angle aigu. En marchant sur ces bords, tu aurais l'impression de gravir une montagne ou de marcher sur une pente très raide. Tout cela parce que la gravité souhaite te voir rester au centre d'un des côtés et nulle part ailleurs. Imagine maintenant le terrain sur les bords et dans les coins. C'est un paysage aride, rocailleux et sec. Pourquoi? Parce que toute l'eau s'accumulerait au centre de chaque face, laissant les arêtes à sec. Et la qualité de l'air? Elle est soit inexistante, soit si fine qu'elle ne permet absolument pas la vie. Ce n'est pas l'endroit le plus confortable où élire domicile, ça, c'est certain. N'oublie pas non plus tes vêtements chauds, ton sandwich et tes chaussures de randonnée. Tu en auras besoin à cause du climat démentiel qui y règne. Le type de climat que tu rencontrerais sur notre Terre en forme de cube ou de triangle dépend de la façon dont elle tourne. Si elle tourne sur ces angles, chaque côté jouit d'un climat doux et tempéré. En revanche, si elle tourne sur un axe passant par deux de ces faces, les choses se corsent. Imagine une version en montagne russe de notre climat actuel. Certaines faces présenteraient des paysages polaires, glacés et froids, les faces supérieures et inférieures du cube, ou la face inférieure du triangle. Les autres faces seraient complètement différentes. Dans un cube, elle serait brûlante, avec un climat équatorial qui te ferait suer à grosses gouttes. Au lieu de voir la lumière du soleil se courber doucement le long de la surface, elle se dirigerait directement sur ses côtés. C'est ce qu'on appelle rôtir à petit feu. Sur une planète triangulaire, la lumière du soleil frapperait les faces en biais. Cette lumière solaire inclinée créerait de fascinantes variations de température sur la planète. Imagine ceci. En allant de la base du triangle vers la pointe, les températures diminueraient progressivement. La base, où la lumière du soleil frappe le plus directement, serait la région la plus chaude, tout comme le climat équatorial que nous connaissons sur notre Terre sphérique. Mais à mesure que l'on s'aventurerait vers la pointe, l'angle de la lumière solaire s'avérerait moins direct, ce qui entraînerait des températures plus froides. Mais la base est toujours sombre et froide elle-même, car la lumière du soleil ne l'atteint pas directement. Le triangle présenterait donc des changements de température et de zones climatiques complètement insensés. D'ailleurs, tu connais cette couverture d'air douillette que l'on appelle l'atmosphère. Sur notre Terre angulaire, les choses seraient un peu plus compliquées.
La gravité s'exercerait plus fortement à partir du centre de chaque face. Résultat, l'atmosphère connaîtrait des changements radicaux. Imagine un peu, au centre de chaque face, là où la gravité est la plus forte, l'atmosphère se rassemblerait et s'épaissirait. Elle s'apparenterait à une mégalopole gazeuse, pleine de molécules d'air. Mais au fur et à mesure que l'on s'aventurerait vers les bords, les choses commenceraient à se raréfier. L'air deviendrait beaucoup moins dense et par là même plus rare. Ainsi, respirer le long des arêtes serait un véritable défi. Et ces bords seraient un environnement extrêmement difficile au développement de la vie. De plus, une atmosphère plus fine signifie moins de protection contre les radiations et les vents solaires. Les coins et les bords seraient donc extrêmement dangereux pour les humains. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une exploration ludique de ce qui pourrait être. Notre Terre aime sa forme sphérique et c'est une très bonne chose. Mais il n'y a aucun mal à s'imaginer des possibilités merveilleuses et improbables. Alors, ne bridons pas notre imagination et continuons à nous émerveiller devant les curiosités de notre planète adorée, quelle que soit sa forme.